donc, on l'a bien compris à travers ces chiffres, l'idée c'est que le tourisme fasse sa part. Et vous avez donc élaboré des rapports un petit peu sur tous les sujets industriels, économiques, etc. On retrouve d'ailleurs tous ces rapports PDF complets et présentations vidéo plus exhaustives aussi de ces planches sur le site du Shift Project. Renaud Lagrave, déjà merci d'être avec nous. Renaud Lagrave, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, vice-président en région Nouvelle-Aquitaine, en charge des mobilités, des transports, précédemment en charge du tourisme, ce qui a fait qu'on a pu se rencontrer il y a un peu plus de 10 ans maintenant ici même à Pau, puisque à l'époque tu étais en charge de ce sujet. Donc une double vision finalement de ce sujet qui donne une bonne légitimité pour en parler. On l'a vu, un report sur le ferré, c'est une projection aujourd'hui qui est quasiment établie par tous ceux qui réfléchissent un petit peu à ces sujets-là. Comment une région aujourd'hui peut travailler à ça? On avait des propositions sur plus de gares, plus de dessertes. On sait que les discussions avec la SNCF ne sont pas forcément toujours simples. On sait que notre gouvernement investit bien moins que nos voisins européens. Je crois qu'on est à 10 fois moins que les Suisses, 6 fois moins que les Italiens ou les Espagnols. Comment une région peut s'investir sur ce sujet-là et mettre davantage en tourisme le ferré? Est-ce que vous avez des moyens aujourd'hui de pression? Est-ce que un village qui veut réouvrir une gare vient vous voir, vous, qui allez voir ensuite la SNCF? Comment ça se passe au juste? Ça se passe, comme tu viens de le décrire, dans une relation extrêmement compliquée parce que maintenant il faut parler des SNCF, et notamment avec SNCF Réseau, parce que tout ce que vous venez de présenter, madame, j'aurais pu faire la même présentation, en disant faut rouvrir des lignes, faut rouvrir des gares, faut plus de trains, faut plus d'aménagements. Je vous fais la même, et quasiment je fais la même à chaque fois. J'ai aucun problème là-dessus, et avec, en plus de ça, je dirais une appétence de nos concitoyens, pas qu'en matière touristique, mais aussi en matière touristique, sur les transports collectifs au sens large du terme. Moi, à la suite du Covid, il y avait de grands sachants qui étaient venus dans mon bureau pour me dire on ne retrouvera pas de fréquentation avant 2025-2026. Bon, je viens de leur envoyer un message non subliminal en leur disant rentrez chez vous. On a retrouvé l'offre, là à l'heure où on se parle, de 2019 plus 16% en Nouvelle-Aquitaine. J'étais hier avec mes collègues, c'est partout en France, on est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a le prix de l'essence, mais au-delà du prix de l'essence, on a beaucoup plus d'abonnés. Et on a pris cet été, alors là pour le coup c'est du tourisme, c'est pas autre chose, on a pris la grêle. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on a pris la grêle. Des trains surchargés, des cars surchargés, des problématiques liées évidemment à toute cette problématique d'arrivée de personnes de l'extérieur qui arrivent, et c'est bien normal quand on part en vacances avec leur vélo, avec leurs bagages et ainsi de suite. Bon, tout ça, quand on a nous repris les TER, je crois que c'était en 2002, n'était pas forcément prévu, et le matériel qui avait été commandé à l'époque, c'était celui de 2002. Aujourd'hui, on n'a pas assez de place pour les vélos, mais en matière touristique, comme toute l'année, c'est la même punition. On n'a pas prévu des espaces pour les familles à l'époque. On n'a pas prévu des espaces pour des bagages un peu volumineux. Bon, bref, tout ça, ça n'a pas été pensé. Développement touristique à l'époque. Et puis, pour tout vous dire, là, rouvrez des gares, rouvrez des lignes, super. Depuis les années 70, on a divisé quasiment par 3 le réseau ferroviaire. On ferme des gares, il n'y a plus de présence, il n'y a plus rien. On ferme les guichets, et c'est pas l'archevêque d'Évreux, c'est SNCF Voyageurs qui dit c'est pas rentable, je ferme. Bon, et donc vous retrouvez vous. Alors tu me disais, Ludo, qu'est-ce que je peux faire en tant que région? On essaye de se battre contre quelques moulins. C'est du lobbying au final? C'est du lobbying au final que vous pouvez faire? Non, c'est pas du lobbying. C'est du. Moi, j'appelle ça du combat politique, et j'appelle ça véritablement un rapport de force qu'il faut établir. On a des sujets sur lesquels on a les moyens de faire du rapport de force. Je vais citer un exemple. Avec aujourd'hui SNCF Voyage, la présence dans les gares en Nouvelle-Aquitaine, on l'assure et on la finance. Le fait de mettre des garages à vélo dans toutes les gares et les haltes, là où on fait des pôles d'échange, c'est nous qui finançons. Donc ça, on assume. Le fait d'avoir plus d'offres, en région Nouvelle-Aquitaine, on a créé 2 millions de kilomètres train en l'espace de quelques années, là, en l'espace de 3 ans. Ça, c'est un choix politique qu'on assume complètement. Et tout ça,
on arrive finalement à le mettre en place, bon an mal an, avec encore des difficultés, encore des trous d'offres. Moi, je sais qu'il y a des lignes encore dans la région où on a des espaces horaires où il y a 2 heures d'attente, ce qui est totalement intolérable. Là où, par contre, c'est un combat de tous les jours, c'est sur le réseau. Mais qui n'est pas un combat Nouvelle-Aquitaine, hein, qui est un combat national. Aujourd'hui, vous avez ce réseau ferroviaire qui est complètement encalaminé, non seulement parce qu'il n'est pas en état de pouvoir avoir un train, par exemple, toutes les demi-heures, ce qu'on est en train de faire sur certains territoires, mais surtout qu'il y avait quasiment pas de nouveaux projets à l'aune de ce que vous venez de présenter, madame. Et c'est pour ça que nous, ici, on se bat pour une ligne à grande vitesse au sud de Bordeaux, qui va à la fois vers Toulouse et en même temps vers l'Espagne, parce que je pense que ce que vous venez de présenter, c'est le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il faut qu'on ait du Bruxelles-Madrid, du Bruxelles sur le sud de l'Espagne. C'est de ça dont on a, ou Francfort, ou Londres, où vous voudrez. Et ça, on a de la chance, ça passe chez nous. Et vraiment, c'est un coup de bol, hein. Mais c'est de ça dont on est en train de se parler quand on parle de la LGV Sud-Atlantique. Donc une fois qu'on s'est dit ça, il y a beaucoup de combats à mener sur le financement, bien entendu, parce que le réseau, il n'appartient pas à la région, hein, il appartient à l'État, il appartient à SNCF Réseau. Tout le monde vient nous voir en nous disant il faut rouvrir, il faut faire ceci. Enfin, il ne nous appartient pas. Là où, par contre, on a un très gros travail qu'on a entrepris avec Gare et Connexion, c'est sur les pôles d'échange. Alors là, pour le coup, il y a encore plein de gares à rééquiper. Enfin, on a un programme, grâce d'ailleurs à l'Europe et à la mobilisation de la région, qui est extrêmement important. Vous avez peut-être vu en arrivant qu'on a mis... alors ça paraît complètement délirant quand on vient de grandes villes, hein, mais même dans les toutes petites haltes, on a mis des écrans voyageurs, juste pour dire à quelle heure arrive le train. C'est bête, mais on le fait en 2022 quand même, hein. Donc c'est un peu tard, mais on le fait quand même. La vérité, c'est que ça fait partie aujourd'hui des dispositifs où là, pour le coup, nous, on est proactifs. Ok, merci Renaud. Jean, je vais te passer la parole. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Pinard, directeur du CRTL Occitanie. La région Occitanie a mis le paquet sur le train, comme beaucoup d'autres régions. Mais vous, derrière, en tant qu'organisme touristique, vous avez mis aussi le paquet pour inciter à la fois des touristes, mais aussi les locaux, à utiliser davantage le train que la voiture. Des tarifications spécifiques pour des familles, pour des enfants, pour des jeunes, des étudiants. Quels sont les résultats aujourd'hui? Est-ce qu'on a aussi ce phénomène de saturation qu'on peut remarquer notamment pendant l'été? Est-ce qu'on ne prend pas le risque de dégoûter certaines clientèles d'ailleurs? Mais aujourd'hui, avec un recul d'à peu près 1-2 ans et sur des outils spécifiques ou un site internet J'y vais en train, une intégration vraiment du mode ferré très poussée dans les déplacements vers du tourisme et du loisir, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui sur l'Occitanie? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà dire que la problématique du tourisme durable, elle est liée au transport, enfin, ça a été rappelé, donc à la notion de voyage qui pour nous, acteurs du tourisme, pose problème, parce que sans voyage, le tourisme il ne marchera pas sur deux jambes. Donc, et la question du transport, elle est essentielle, hein, l'ADEME rappelle, c'est 77% du problème du tourisme durable, le transport. Hein. Ça veut dire qu'il faut voyager moins loin, ça renvoie à des questions de marché étranger. Est-ce que finalement, l'attractivité, c'est toujours les marchés très lointains? Ça renvoie à la notion de voyager moins souvent. Et là, ça pose la question, par exemple, du modèle des low cost. Est-ce qu'on a besoin réellement de tirer au sort la destination dans laquelle on va aller le week-end? Parce qu'on peut partir le vendredi et rentrer le dimanche soir pour 9 €. Donc, c'est une vraie question donc, de financement d'ailleurs de ce mode. Et puis, moins polluant. Donc, moi, je vais m'arrêter sur ce qui nous concerne, sur le moins polluant, la réflexion du CRTL, alors en lien avec la région et la SNCF, parce que là, pour le coup, on a un partenaire au niveau de la région assez volontaire sur ce sujet. C'est 4 briques, on va dire, qui s'additionnent les unes par rapport aux autres. La première, tu viens de la rappeler, c'est la connexion de l'information transport à l'information touristique. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même la base de la réflexion. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de dire que tel hôtel, telle activité, on peut la faire en venant en train, on aura du mal ensuite à suivre les préconisations qui passent. Donc là, on a démarré à l'échelle du CRT. Maintenant, il faut que l'ensemble des offices du tourisme, il faut que l'ensemble des acteurs utilisent le widget que la SNCF nous a donné. Le temps 2, alors il nous appartient moins au CRT, mais plus à la région, mais c'est la mobilité touristique pour tous, donc c'est le billet de train 1 €.
cette année, un peu plus d'1,7 million de billets de train €. L'intérêt du billet de train €, au-delà de transférer des gens qui étaient en voiture vers le train, c'est surtout de permettre à des gens qui n'avaient pas prévu de se déplacer parce que la mobilité coûte cher, parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils ne sont pas en capacité de se payer le train, de transférer donc une catégorie de population qui d'habitude ne voyageait pas vers le train. Le train €, il a généré l'an dernier, et le CRT a fait l'étude des retombées des évaluations économiques pour la SNCF, c'est 16 millions d'euros de consommation d'activités de loisirs. Donc on a posé la question aux gens, voilà, vous êtes parti, vous avez pris un billet de train €, quand vous êtes arrivé sur place, qu'est-ce que vous avez consommé? Alors ça peut être une location de pédalo, ça peut être un petit bout de resto avec ses enfants, donc tout ça amène 16 millions de consommation. Ça veut bien dire qu'à l'origine de la consommation touristique, il y a une mobilité à organiser. Le troisième, c'est tout ce qui va être lié à l'accès à la population touristique dans des conditions tarifaires, alors peut-être pas aussi intéressantes que pour les habitants parce qu'on fait le distinguo. Donc c'est le lancement en 2023 par le CRT du module carte d'hôte de la carte oxygène. La carte oxygène, c'est une carte de réduction qui est monétisée pour les familles qui sont à moins de 1 000 € de quotient. Là, la région nous offre, alors je dis nous offre au CRT parce qu'on va vendre cette carte d'hôte 10 €, un aller-retour gratuit en train pour une famille qui vient passer ses vacances en Occitanie. Donc quel que soit l'endroit dans lequel on vient passer ses vacances, on a une journée de train, c'est même pas un aller-retour, c'est une journée de train gratuite proposée. Donc quelqu'un qui est en vacances à Agde peut prendre le train pour aller visiter la Cité de l'Espace à Toulouse, il ne le paiera pas puisque c'est dans la carte d'hôte. Et puis la dernière brique, c'est l'Occitanie Rail Tour, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, c'est un produit qu'on lance et puis qui a pour objet de permettre aux touristes et en particulier à ceux qui sont arrivés en avion de dire voilà, tu as déjà assez pollué comme ça, maintenant on te met à disposition un produit qui est intéressant. Moi j'ai mis la carte juste pour illustrer. Bon, c'est le réseau TER et l'Occitanie Rail Tour, finalement, c'est une carte Interrail qui permet d'aller sur l'ensemble du réseau TER. Je voudrais juste faire un petit message, c'est que la carte, quand on la voit comme ça, elle n'est pas super sexy. L'idée, c'est comment on peut finalement affecter à chacune des gares des images qui renvoient aux activités qu'on peut faire. Et puis surtout, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a peu de temps, il y a des gens à Paris très engagés dans le milieu culturel qui ont modifié la carte du métro et qui ont fait une carte de métro uniquement en changeant les noms des stations et en mettant des noms de sites culturels. Voilà. Moi, je pense que marketer aujourd'hui une carte SNCF, c'est un vrai boulot. Et de dire que voilà, si on veut manger un bon cassoulet, il faut renommer Castelnaudary en gare du cassoulet, ou dire qu'à Souillac, c'est la gare pour faire du paddle, qu'à Marvejols, c'est la gare des chemins de Saint-Jacques, et puis qu'au Cap d'Agde, c'est... je sais pas, je vous laisserai choisir. Comme tu y vas tous les ans, tu nous diras ce qu'il faut qu'on mette sur la gare du Cap d'Agde. Merci Jean-Julien, je te passe la parole. Donc consultant, facilitateur de mobilité, tu as un œil un petit peu expert sur ces sujets, tu regardes un peu tout ce qui se passe ailleurs. Quel est le regard que tu portes sur la situation en France, dans nos régions? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Comment tu vois ça de ton côté? Par rapport au Cap d'Agde ou non. Je vais commencer par le positif. Je pense qu'on a un grand potentiel qui est absolument extraordinaire, c'est qu'on a 3000 gares dans ce pays, ce qui est assez exceptionnel. On commence à avoir des territoires un peu pro-vélo aussi, parce qu'on l'a dit, l'intermodalité vélo-train, c'est un vrai sujet, on en parlera tout à l'heure. Centre, Val-de-Loire, etc. Mais l'Aquitaine est plutôt bien dotée aussi, l'Occitanie, c'est le cas. Et on a des territoires qui sont autoportés. Enfin, ce que tu viens de dire, Jean, est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a des territoires du vin, on a des territoires... on a la Bretagne qui est autoportée en elle-même, l'Occitanie, c'est pareil, l'Est, etc. Donc ça, c'est une chance, c'est pas le cas de tous les pays. Et on a même, parce qu'on est quand même très focalisé aujourd'hui sur la longue distance, depuis quelque temps, des opérateurs privés d'autocars qu'il n'y avait pas avant. Et là où les Espagnols font 32 millions de voyages par an en car, ça commence un peu à monter. Donc on a du train et du car. On a des problèmes, on a des gros problèmes. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit à l'instant Renaud, parce que je partage la plupart de ces éléments. On en a quand même quelques autres soucis au-delà du financement et du pilotage, etc. Sur le vélo, pardonnez-moi le terme, on a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que la France et les régions n'ont pas de stratégie claire sur est-ce qu'on doit emporter les vélos, est-ce qu'on doit les mettre en gare, est-ce qu'on doit stationner, est-ce qu'on doit faire de la loc, etc. La question, c'est pas de savoir si l'un ou l'autre est mieux, c'est que tant qu'on n'aura pas choisi, on aura une réponse pour personne.
C'est-à-dire que les gens qui veulent monter leur vélo sont pas contents, les gens qui veulent le laisser en gare sont pas contents, et les gens qui veulent le louer en gare sont pas contents non plus. Donc ça, c'est un vrai souci sur lequel il va falloir qu'on avance, et c'est assez compliqué. On est très mauvais sur l'information voyageur. On est extrêmement mauvais sur l'information voyageur. En Aquitaine, on a la chance de monter en puissance. Ça devient, et je ne le dis pas parce que Renaud est là, mais c'est vrai, Modalis, ce que fait le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité, c'est plutôt un exemple au moins français, très honnêtement, et je le dis sans aucune flagornerie. Mais globalement, on n'est pas très bon. On a une vraie timidité sur les gares. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, on a 3000 gares. On ne sait plus faire des gares. Enfin, c'est-à-dire qu'on ferme des gares, on met des distributeurs de billets. C'est marrant ce que disait Renaud en disant c'est la révolution quand on met des écrans d'information voyageurs. C'est quand même assez incroyable. On en parlait sur les offices de tourisme ce matin. C'est extraordinaire la chance d'avoir des gares. Tu me demandais mon point de vue par rapport à d'autres pays. Quand on va aux Pays-Bas, les 400 gares du pays sont d'un niveau absolument incroyable, même quand il y a 500 utilisateurs au quotidien, par rapport à ce que nous on fait. Donc là-dessus, je suis désolé, mais la France est en train de se faire dépasser par l'Italie, par l'Espagne. Allez-y, c'est pas très loin. Allez, déplacez-vous au Pays Basque espagnol en train. Par les Pays-Bas, par l'Allemagne, par la Belgique. Ce qui est quand même extrêmement dommage. Je pense qu'on avait de l'avance. Et on a une autre fâcheuse tendance aussi, mais qui n'est pas liée que à la longue distance, c'est de créer des offres ad hoc. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on va créer des offres pour les touristes. Non. Je pense que ce qu'explique Jean à l'instant et ce que disait Renaud, c'est qu'il faut adapter le transport public à tous les publics. Et le touriste, le visiteur est un public à part entière. La conclusion qu'a faite Jean sur la carte, je trouve qu'elle est très intéressante. Et je ne savais pas du tout qu'il allait en parler, mais ce que je voulais dire sur la longue distance, et on a beaucoup acté ça sur le ferroviaire. Moi, je suis fils et petit-fils de cheminots, donc je porte le ferroviaire très très fort. Est-ce qu'on a fait un diagnostic à l'échelle nationale ou même aux échelles régionales où on couplerait ce que sait faire le réseau, où sont les gares et où sont les points d'intérêt touristique? On ne l'a pas fait. Et c'est assez intéressant ce que disent les gens, parce que le côté, oui, Cap d'Agde, on va aller voir les Cunus, bon, ça on l'a dit, Castelnaudary, etc. Mais oui, c'est hyper intéressant, parce que c'est parlant, ce truc-là, on ne l'a pas fait. Commençons déjà par dire, prenons notre réseau ferroviaire, regardons comment il est maillé, parce qu'il est bien maillé, prenons nos gares, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? La question de l'offre, de son financement, etc., et du réseau ferroviaire, ce dont parlait Renaud, on va mettre du temps, c'est des batailles politiques, je suis entièrement d'accord, c'est des choix politiques à faire, et là il faut qu'on y aille enfin là-dessus. Mais déjà, commençons par des choses pragmatiques, simples pour avancer, et je crois que ça, il y a des pays qui l'ont fait. Je reprends l'exemple des Pays-Bas. Depuis chaque gare aux Pays-Bas, il y a un système qui a été lancé pour avoir des balades à vélo et à pied depuis toutes les gares du pays, 400 gares, avec un système soit papier, soit numérique, mais c'est très bête, hein, mais c'est déjà un début, et après on peut aller plus loin. Le réseau ferroviaire sur les grands corridors, c'est un train toutes les 10 minutes. Bon, ça aide, évidemment. Alors très clairement, on le voit bien sur la communication de l'offre, on est donc pas très très bon. On a beau mettre des 4x3 partout, allez-y en train, allez-y en train, allez-y en train, le train 1 euro et le train 1 euro, le train 1 euro. Alors oui, il y a des clientèles qui en profitent, et quand on pousse un peu, comme tu le soulignais, ça marche, mais on voit aussi qu'il y a des clientèles qui, d'une mauvaise expérience estivale par exemple, vont se dérouter du train, vont préférer un blablacar, un blablabus, alors qu'il sera quand même mieux que de prendre sa voiture tout seul ou de prendre un avion. Mais on a une difficulté quand même sur le service. On parlait du vélo, évidemment. Enfin, est-ce que ça, à court terme, on peut mieux communiquer, mieux préparer nos clientèles et faire en sorte que ça se passe mieux? Je vous pose la question à tous les deux et avec votre expérience. Ben, moi, je pense que oui. Sinon, faut arrêter faut arrêter de bosser. Enfin, évidemment. Alors, à quelle échéance et qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Julien a eu la gentillesse de citer Modalis. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais en gros, c'est un MAS régional qu'on a créé avec toutes les autorités de transport de Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire, c'est pas la région toute seule, c'est toute la métropole, les agglomérations, tout le monde est dessus. Qui va franchir un cap en plus beaucoup plus important là, à partir de 2023, et dans lequel on a intégré tous les moyens de transport. Ce qui veut dire que, en plus de ça, on remonte petit à petit toute la partie temps réel, disponibilité, et on a déjà de la vente en ligne directement et maîtriser, ce que j'entendais tout à l'heure. On va tous faire piquer par les autres. Bon, nous, on va le faire en local, c'est Nouvelle-Aquitaine tout seul, hein, et public en plus. Donc, pour être très clair, on va maîtriser tout ce qu'on fait. L'idée après derrière, moi qui me paraît
totalement intéressante, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a ça, ben, on puisse y accoler les POI, quoi. Ça me paraît frapper du bon sens. C'est-à-dire que je tape une destination. Alors, pour rebaptiser les destinations, moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît très intéressant, ou en tout cas de mettre une petite marque en dessous sur tel ou tel produit gastro ou autre chose. Mais en même temps, il faut qu'il y ait les POI qui soient autour. À partir du moment où j'ai tapé mon voyage pour aller de tel endroit, bon, ben, je regarde un petit peu autour. Donc, tout ça peut se faire. À quel délai ? On a juste créé notre outil en 2019. Vous nous laissez le temps de faire le MAS véritablement avec toute la billettique embarquée et ainsi de suite l'année prochaine. Et je pense que dans le même temps, il va y avoir des interconnexions. En plus de ça, notre outil s'interconnecte, et c'est le cas d'ailleurs, hein, sur plein de sites touristiques déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on est en marque blanche, hein, pour être très clair, Modalis, ce qui fait que ça injecte aussi de l'information pour les voyageurs. Après, sur le service en tant que tel, moi je le dis comme je le pense. Alors, Julien parlait, on n'a pas de stratégie. Oui, il y a des collectivités qui ont choisi d'interdire le vélo. Bon, c'est une stratégie, c'est pas notre approche, à bord, hein, j'entends, hein, d'interdire le vélo à bord. Moi, ça me paraît pas frapper du bon sens. Moi, ma stratégie, elle est extrêmement simple. C'est pas l'exemple espagnol, mais c'est plutôt l'exemple des Pays-Bas, c'est-à-dire en gros, il faut qu'on ait dans les gares des espaces pour déposer son vélo en toute sécurité, parce que c'est la crainte des gens aujourd'hui, pour ensuite trouver un vélo, que ce soit le sien d'ailleurs, parce qu'on en prend un deuxième, là-bas c'est carrément une habitude, ou bien qu'on en trouve un. Donc on fait des expérimentations un peu partout, parce que malheureusement, le marché des vélos en location, il va là où il y a... Pardon, là où il y a du pognon, hein. Il ne va pas dans les gares rurales, et puis il n'y ira jamais, enfin à ma connaissance. Donc il faut qu'on s'en occupe. Donc c'est un service public. Donc c'est une délégation de service public, on l'appelle comme on veut. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On va faire une expérimentation là, entre Cognac et Royan là, dans pas longtemps. Mais l'idée, c'est que véritablement, le service il soit de plus en plus effectivement mieux rendu. Mais en même temps, qu'est-ce que je vous dis ? Moi cet été, quand je constatais les trains complets, j'aurais bien voulu rajouter de la fréquence, vous voyez. Sauf que le réseau le supporte pas, ou bien que la SNCF me dit j'ai pas assez de moyens, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et puis voilà combien ça va vous coûter. En gros, c'est 700 000 balles le train, quoi. Donc on est en train de se parler quand même de sommes qui sont extrêmement importantes. Jean, on parlait justement des outils de masse, ou en tout cas avant de plateformes multimodales, hein, qui existent. Presque toutes les régions ont sorti un peu la leur. Plusieurs. Alors peut-être pas au niveau de celle que vous... Mais c'est vrai qu'il y a un problème de communication. Au-delà du fonctionnement plus ou moins performant, il y a un problème de communication de cette offre. Il y a très peu de gens, citoyens, habitants comme touristes, qui la connaissent. Alors aujourd'hui, par des API, des intégrations envisageables, mais moi j'entends plus parler de Rome to Rio que de Modalis ou autres équivalents. Et là on a un vrai problème sur la communication et la disponibilité de ces moyens de s'informer et leur reprise sur les sites touristiques notamment. Moi je pense, il faut utiliser les bons termes. Moi je ne pense pas que ce soit un problème de communication, mais je pense que c'est un problème d'information. L'accès au train demande une acculturation qui nous semble nous facile parce qu'on est acteurs du tourisme, donc du voyage. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Je prends souvent cet exemple parce que c'était lors d'une mission que j'avais dans le Val-de-Loire, et on se posait la question de savoir comment on informait les clientèles étrangères qui se concentrent, lointaines, hein, qui se concentrent beaucoup à Paris, et puis qui, en une journée, on dit bah, tiens, je vais aller visiter une cave en Champagne, ou alors je vais visiter un château dans le Val-de-Loire. Aujourd'hui, qui donne l'information à des touristes américains, chinois ou japonais qui sont à Paris pour leur dire c'est de la gare d'Austerlitz qu'il faut prendre le train et c'est à Blois qu'il faut descendre pour visiter Chambord. Qui le fait? Est-ce que c'est le CRT Île-de-France? Est-ce que c'est le CRT Centre-Val de Loire? Est-ce que c'est l'Office de Chambord? Je vous mets au défi d'aller voir qui le fait aujourd'hui. Personne. Personne. Donc, la question, pour moi, ce n'est pas une question de com, c'est une question d'information. Et je prends souvent cet exemple, et je pense, moi, perso, et je fais partie des gens qui se sont trompés sur les missions d'OGD telles qu'un CRT, je pense qu'on est focalisé sur la com, et la com, c'est dire, voilà, je vais faire une super vidéo de drone de la vallée de la Dordogne, je vais la poser sur mon site en disant, voilà, si tu veux faire du paddle, du canoë dans un endroit absolument extraordinaire, tu vas sur la vallée de la Dordogne. Par contre, si tu donnes une information en disant il y a des trains qui partent de Toulouse toutes les heures pour aller à Brive,
Donc, la direction, c'est Brive. Tu donnes les horaires et tu dis que pour aller faire ça, il faut descendre à la gare de Souillac. Bah, tout d'un coup, tu mets 100 personnes dans le train. La question, c'est est-ce qu'on fait des vidéos qui vont avoir 30 000 vues et 30 000 bravos qui vont nous rendre fiers du travail de com qu'on a fait et qui est certainement nécessaire, mais qui gère la problématique d'information. Moi, je pense, et d'ailleurs, si la langue française a fait qu'il y avait 2 mots, je pense qu'il y a une raison. Et l'acculturation, donc l'information qui consiste à dire j'habite Nîmes, je peux prendre le TER en direction de Clermont-Ferrand, je descends à Langonne ou à Champagnac, et là j'ai un prestataire de raft qui est juste en dessous de la gare qui va me permettre de descendre pendant 15 km le Haut-Allier, et quand j'arrive à Léras, je peux reprendre le train pour revenir à Nîmes. Enfin, c'est juste une offre qui existe aujourd'hui. Elle est complètement extraordinaire parce qu'une ville de 150 000 habitants, Nîmes, où on pourrait mettre Montpellier qui est juste à côté, personne ne le sait, personne. Donc, moi, la question que je me pose et qu'on pose aux équipes, et c'est pas facile, c'est est-ce qu'il faut qu'on ait un site de séduction, donc de communication sur lequel on pose nos vidéos, et puis est-ce que de l'autre côté, il faut un site complètement géré, complètement dédié à l'information, avec des partenaires qui ont des intérêts, parce que Decathlon, il a un intérêt à dire qu'ils font tel vélo ou telle pompe de randonnée pour aller faire telle balade. Mais toutes les gares qu'on a vues tout à l'heure sur la carte, toutes les gares ont un sentier de randonnée, un resto, enfin, en tout cas une activité, oui, à proposer. Sauf que il faut la connecter. Et c'est pas aussi facile que ça. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce que font les Suisses avec le Grand Tour, et en particulier alors sur la route. Voilà, les Suisses, ils ont connecté des images à des villes, à des sites, en disant, voilà, ça tu peux le faire si tu descends à telle gare. Donc voilà, on a une image extraordinaire. Et je pense qu'il ne faut pas tricher. On prend souvent l'exemple du cirque de Navacelles, qui est un grand site de France absolument extraordinaire. Pour aller au cirque de Navacelles, la gare la plus proche, c'est Montpellier. C'est 70 bornes. Sauf qu'il y a des bus, des cars, de la région, qui permettent l'été de partir de la gare de Montpellier jusqu'à Navacelles. Notre métier, c'est d'être honnête en disant ça va pas être facile d'aller à Navacelles en train. Si vous prenez l'Occitanie Rail Tour, vous pourrez le faire parce que vous avez un bus. Il y a 2 bus par jour, ils vous amènent et ils vous ramènent, et on se concentre sur cette information-là. Et voilà, moi je pense que c'est pas un problème de com, c'est plus un problème d'information et d'acculturation au fait que le train dessert beaucoup de destinations touristiques, et qu'il y a, par rapport aux fermetures de lignes, moi je prends la ligne du Cévenol ou la ligne de l'Aubrac, il y a un enjeu à mettre des touristes sur ces lignes. C'est parce qu'il y aura des touristes, les Suisses ils sont arrivés comme ça, c'est parce qu'il y aura une fréquentation touristique qu'on va pouvoir maintenir la ligne en activité, voire mettre plus de trains, donc avoir plus de fréquences sur ces lignes-là. On a malgré tout, sur l'élimination, je reviens vers toi Julien, une problématique d'accès parfois à cette information, d'agrégation de je prends le train puis je prends un bus qui passe parfois tous les premiers jeudis du mois à telle heure, et puis parfois et c'est vrai que nos offices notamment qui veulent mettre à jour cette information sont souvent un peu découragés, elle n'est pas toujours accessible de façon automatique, simple par API. Est-ce que le problème il est avant tout technique? Est-ce qu'il y a un problème de gouvernance? Est-ce qu'il y a un problème d'accès à cette information, ou simplement de disponibilité de RH pour le mettre à jour et pour le pousser correctement? Je crois qu'il y a un peu de tout ça. Le vrai premier problème, c'est qu'on a un manque de connexion entre le monde du transport et le monde du tourisme. Alors je vous rassure, même dans mon propre monde, qui est le monde du transport, le monde du transport collectif et celui du vélo, par exemple, ne se connaissent pas et ne se parlent pas. Donc on y arrive, on commence, et ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je pense que c'est le fait je crois que ça a été dit, je crois que c'est Jean qui le disait tout à l'heure, il faut mettre, ou c'était vous, mettre en tourisme la mobilité. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que les alternatives à l'avion, à la voiture, etc., on soit capable de les pousser directement auprès des cibles. C'est exactement ce que dit Jean, c'est-à-dire que il faut que maintenant la mobilité, il ne faut pas attendre que les gens viennent sur la page qui dit comment on vient, etc., ça c'est pas possible. Dès la conception des offres, il faut l'avoir. Donc là, il faut changer de paradigme, il faut bien comprendre, on l'a dit, que c'est un sujet majeur. Donc il faut qu'à la base de la réflexion, la mobilité soit le sujet, c'est-à-dire que le comment je viens, comment je me déplace sur place, ça soit l'entrée, presque aujourd'hui. L'autre sujet, et il y a un... Alors moi là-dessus, je pense qu'on a la technique, on a la technologie, c'est pas un problème. Il faut juste un peu d'argent, mais très honnêtement, on a tout ce qu'il faut. Il faut un petit peu de méthode, et il faut surtout être dans une logique où on va essayer des choses et essayer d'apprendre. Il y a 2 gros sujets là-dessus. Le premier, c'est qu'on est... sur le digital, on a beaucoup de mal à avancer sur 2 pans en même temps. Je m'explique. On a sorti des applications locales, Modalis en est une, enfin en tout cas des systèmes régionaux ou locaux, financés par les collectivités. Et souvent, on a du mal à se dire, on fait ça, mais on fait autre chose à côté. C'est-à-dire, ce que je pense et ce dont je suis
100% convaincu, des fois on se bat avec Renault là-dessus, c'est qu'il faut qu'il y ait Modalis, ou il faut qu'il y ait Occitanie, je ne sais pas comment il s'appellera, mais à côté, il faut qu'on alimente aussi des Google Maps. Tu as parlé de Rome to Rio, en fait on s'en fout, hein, Mappy, Citymapper, etc. Pourquoi ? Parce que le minimum, c'est que quand on arrive à l'aéroport de Bordeaux, on sache qu'il y a un tramway qui nous amène au centre-ville, ou qu'il y a la ligne express opérée par Keolis privée, qui nous amène en 30 minutes. Parce que si Modalis le fait, mais que la personne n'a pas téléchargé Modalis, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir Google Maps. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est un fait. Donc il faut qu'on ait une stratégie qui vise à être très très bon et différenciant sur les applications régionales et locales pour les publics régionaux locaux, mais aussi pour qui viennent de l'extérieur. Et là, c'est à nous de montrer comment on télécharge ces applications et quel est l'avantage. Donc là, il peut y avoir des incitatifs, il peut y avoir de la fidélisation, il peut y avoir plein de choses à faire là-dessus. Mais à côté, il faut qu'on soit universel et il faut qu'on pousse les informations sur le train et les autres offres de transport sur ce qu'on appelle des méta-applications. Si on ne fait pas ça, ça ne marchera jamais. Et c'est quoi un des leviers pour le faire ? Et là, je rembobine 10 ans en arrière, c'est l'open data. On a été très fort à dire il faut faire l'open data, faire l'open data, faire l'open data. On a tous ouvert, mais on a ouvert souvent des données de merde. Je le dis, je bosse depuis 10 ans là-dessus. Donc là-dessus, il faut qu'on soit très bon. Je prends un exemple très concret aussi. Ce matin, on parlait des offices de tourisme. Et j'ai quelqu'un qui est venu me dire en Bretagne, ils ont pris la grêle aussi cet été, parce qu'il y a eu des gros problèmes liés au manque de conducteurs, machin, etc., etc. Partout, c'est comme ça. Et on me dit, mais ouais, mais de toute façon, l'information voyageur donne cet aspect-là dans les centres urbains et tout ça marche. Et moi, je disais, ouais, il faut le faire, mais il faut aussi le faire dans des petits endroits. Pourquoi ? Dans des petits bourgs reculés, etc. Parce que là où l'offre est peu présente, ou là où il y a des problèmes, justement, cette open data nous permet d'avoir une information en temps réel, une information circonstanciée quand il y a des soucis, si elle est qualitative, si elle est dynamique, c'est ce qu'a dit Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire que avoir une information en temps réel aujourd'hui dans toutes les gares d'une région ou dans tous les offices de tourisme, à mon sens, et je l'assume, je pense que c'est le minimum vital. Donc moi je pense que là-dessus, il faut qu'on rembobine un peu, c'est-à-dire au lieu de dire juste on fait de l'open data, c'est qu'est-ce qu'on ouvre, comment, vers quoi, quelles sont les cibles. Et sur la question des tourismes, en fait on l'a jamais vraiment réfléchi parce que tous ces sujets d'information voyageurs étaient et sont toujours orientés que sur le domicile travail. Donc maintenant, je le redis, il faut qu'on change de paradigme, considérer que la mobilité est une des entrées fondamentales du tourisme, mais aussi que les visiteurs et les touristes sont un public de cette information voyageur et il faut le construire sur 2 canaux, sinon on va continuer à faire des choses qui ne marchent pas, étant donné, on le redit, hein, que sur l'offre, on va mettre du temps à avancer. Donc autant on va mettre du temps à avancer sur l'offre, autant là-dessus, il faut que même si le train n'est pas là, au moins on le sache. C'est le minimum. Béatrice, sur ces discussions, c'est quoi votre regard ? Est-ce qu'il manque uniquement de l'argent au niveau le plus haut, au niveau de l'État, pour investir davantage et aller plus vite sur ces sujets-là ? Est-ce qu'on doit davantage se parler tous ensemble ? Comment vous le voyez pour parvenir aux objectifs que vous nous évoquiez ? Oui, moi je partage complètement ce qui a été dit. On a un petit peu développé, sans aller au bout, mais les sujets d'infrastructures ferroviaires et d'offres de transport. Bon, parce que d'une part, moi, je les connais, hein, comme Julien, j'ai un peu de passé ferroviaire et du goût pour ça. Et puis, c'est très long, c'est un temps long, donc il faut prendre des décisions maintenant et on aura des choses dans 10 ans, ce qui, pour la plupart des acteurs, est un peu abscon. Mais bon, il faut quand même le poser et puis essayer de faire passer les messages comme on peut. On n'est pas seul là-dessus, hein, il y a beaucoup de gens qui essayent d'aller chercher de l'argent en plus pour le ferroviaire, on va le dire comme ça. Et puis sur les acteurs qui se parlent ou qui se parlent pas, on a eu un certain nombre d'échanges au moment où on préparait notre rapport qui confirment ça, c'est-à-dire on a un peu l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais non, il y a des gens qui sont pas très loin les uns des autres et qui se parlent pas. Voilà, il y a des sujets, ne serait-ce aussi que moi je travaille aussi pour les conseils régionaux sur la préparation de conventions TER, que les services des conseils régionaux prennent l'avis aussi de leurs collègues du comité régional du tourisme et ben ça se fait pas si spontanément que ça, donc voilà, il y a des choses à faire. Bon, j'avais aussi dans une vie antérieure travaillé chez Gare et Connexion, c'était assez amusant, on a mis en place des instances régionales de concertation qui consistaient à convier tous les ans un certain nombre de gens ensemble autour de la table, autour de la gare. Il y avait des transporteurs routiers qui disaient « Ah, c'est super, comme ça on va connaître le directeur de la gare, on a des choses à lui demander sur la façon dont on est signalé, nos points d'arrêt sont signalés en gare, des trucs comme ça. » Mais
disaient, mais c'est quand même incroyable qu'ils aient pas déjà fait connaissance. Donc voilà. Jean, peut-être pour finir cette séquence, et Renaud également, sur l'aspect promotion, on le disait, enfin Béatrice nous l'évoquait dans son rapport, une des pistes, c'est faire moins d'avions. C'est donc aussi aller chercher moins loin nos clientèles. C'est un des axes que tu préconises, qu'on entend de plus en plus. C'était un des rôles majeurs des CRT auparavant, d'aller chercher les clientèles étrangères et notamment lointaines. Est-ce que ça veut dire que ces budgets-là, on les bascule? On les empêche pas de venir, mais bon, on va pas les inciter non plus. On arrête les grands événements type Coupe du Monde de rugby, Jeux Olympiques, qui, on le sait, vont faire déplacer... et on parle même pas de celle au Qatar, du coup, c'est d'actualité. Mais comment on agit? Est-ce qu'on bascule ces budgets-là? Est-ce qu'on les coupe définitivement? Ou est-ce qu'on continue de faire quelques bricoles? C'est quoi aujourd'hui la stratégie, en tout cas dans l'Occitanie? Et puis bon, Renaud, même si t'es plus directement en charge du tourisme, mais comment tu le vois, toi, ce sujet-là? Moi, je pense que tout à l'heure, je disais, le maître mot, c'est plus l'info que la com. Le maître mot aujourd'hui, dans la réflexion stratégique des collectivités, hein, je prends déjà le niveau des collectivités qui ont une compétence en tourisme, c'est la notion d'équilibre. On a besoin de rééquilibrer à la fois les ressources qu'on affectait, je prends toujours l'exemple du Japon, alors je m'excuse pour les collègues qui sont là, mais les Japon c'est 0,01% des nuitées touristiques en Occitanie. Par contre, on n'y mettait pas 0,001% des moyens, on en mettait beaucoup plus, parce que stratégiquement, comme tu l'as dit, je rappelle quand même c'est du fantasme ça, parce que moi j'ai relu la loi 92, j'ai pas vu qu'il était écrit que les CRT devaient aller forcément chercher les gens de loin. Mais je fais quand même cette remarque en disant que ce qui régit aujourd'hui l'organisation des CRT, c'est une loi qui date de 1992. Je disais aux collègues l'autre jour en plaisantant, à l'époque, les supermarchés s'appelaient Mammouth et Google s'appelait Minitel. Donc ça veut dire qu'on a quand même... Non mais c'est un problème, c'est-à-dire que on veut faire du tourisme durable, on veut faire le tourisme de demain avec une organisation qui date d'il y a 30 ans. En tourisme, 30 ans, c'est un siècle. Enfin, je veux dire, donc il y a à l'origine quand même ce problème-là. Donc il y a un problème d'équilibre. Moi, je ne veux pas vous dire, travailler en Occitanie, que l'avion c'est Burke, parce qu'on en fabrique à peu près la moitié qui vole dans le monde à Toulouse. Donc c'est un peu difficile pour moi de dire ça. Par contre, ce que je peux vous dire très honnêtement, c'est qu'il y a 9 aéroports internationaux en Occitanie. C'est plus que la Suisse et l'Autriche réunis et que c'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'on donne beaucoup d'argent à des compagnies low cost qui ont compris qu'il fallait engendrer de la concurrence entre les aéroports. Béziers, par exemple, est à 50 km de Montpellier. Ryanair a posé tous ses avions à Béziers et dit vous allez devoir payer si vous voulez que je pose des avions à Béziers. Mais c'est quoi l'intérêt de prendre l'avion à Béziers plutôt qu'à Montpellier? Enfin, donc il y a un peu de courage à prendre par rapport à ça. Maintenant, je réponds à ta question, mais la question c'est quoi les enjeux de progrès? Moi, j'aimerais qu'on arrête de parler de schéma régional ou de schéma départementaux de développement touristique. Ça ne veut plus rien dire du tout. La question, c'est les enjeux de progrès. D'ailleurs, je le dis devant les élus, mais j'en ai ras-le-bol de voir toutes ces collectivités qui annoncent qu'ils veulent être la première région de tourisme durable à l'échelon française, à l'échelon européen ou à l'échelon mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de critères pour mesurer. Les seuls critères qui nous permettront de mesurer l'efficacité de nos actions, c'est la démarche de progrès. C'est le CO2, c'est le nombre de gens qui seront venus plutôt en train. Voilà. On peut mettre en place des critères comme ça. Donc, moi, je suis pour réfléchir aux enjeux de progrès, et je le dis, alors à titre personnel, mais dans une réflexion intellectuelle qui est la mienne. Moi, je pense sincèrement qu'il y a plus de progrès, de développement, même de croissance, si on voulait utiliser le terme, dans notre capacité à amener 40% des Français qui partent pas en vacances vers les activités de loisirs. Je rappelle que le taux de départ en vacances en France est de 60%. Dans les pays nordiques, il est 85%. Donc c'est pas une fatalité de dire qu'il y a 40%, ça fait 30 ans qu'on sort ce chiffre, c'est pas une fatalité. Et si on leur donne la bonne information, hein, c'est l'enquête qui a été réalisée par la Fondation Jean Jaurès qui dit que le premier critère qui fait que les gens partent pas, c'est l'argent. Le deuxième, c'est le manque d'infos. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'acculturation au voyage, au lieu où on prend le train, la gare à laquelle on descend, pour ne serait-ce qu'aller faire une journée de paddle à Souillac, comme on disait tout à l'heure. Donc cette question des enjeux de croissance, il faut se la poser. Et il y a plus, je pense, en 2022 et dans une perspective à 2030, de chances que dans les 40% de Français qui ne partent pas en vacances, on amène des gens dans la consommation touristique, parce que, grosso modo, c'est les écrans qui les bloquent chez eux. Enfin, on a des gens en face de nous
qui ont un modèle économique qui a pour objet de faire rester les gens chez eux. Voilà, il faut qu'on se batte contre ce modèle-là. Voilà. Et je pense plus à cette croissance-là par ces populations-là que par des gens qui viendront de très loin, parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il faudra payer l'avion plus cher et on ne sait pas si on viendra passer des vacances en prenant 24 heures d'avion. Voilà, donc ces questions-là, il faut la poser sans dogmatisme. Il faut se donner le temps. Moi, je pense qu'il y a encore des marchés lointains qui sont intéressants. Je pense que la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques sont des événements. J'espère qu'on gardera, parce qu'il y a quand même un peu de fraternité dans ces événements-là et qu'on a besoin de fraternité dans ce monde. Mais la fraternité, si on la demande, parce que c'est souvent l'argument de mes collègues des CRT en disant « Non mais Jean, tu déconnes, c'est un facteur de paix le tourisme. » Ouais, si c'est un facteur de paix à l'échelle mondiale, il faut que ce soit aussi un facteur de paix à l'échelle des quartiers, dans les villes où il y a des problèmes. Voilà. Merci Jean, cette intervention. Renaud, une réaction sur ce sujet ? J'ai pas entendu, excuse-moi. Une réaction sur le sujet. Ah oui, j'allais dire pas mieux, en ajoutant quelques points quand même. D'abord, j'ai le sentiment que si on se remet en 92, puisque c'était l'année de référence avec le Minitel au hasard, moi j'ai quand même le sentiment que à Toulouse, comme en Europe et en France en particulier, ce serait peut-être pas mal qu'on se dise qu'on pourrait trouver un avion qui vole à autre chose que du kérosène. Je sais pas, on va sur la Lune. Ça risque de prendre 20-30 ans a priori. Ouais, mais c'est justement là, Ludovic, où je veux en venir. C'est quand on a décidé d'envoyer des gens sur la Lune, on a mis du temps. Quand on a décidé de passer les bagnoles à l'électrique, on a mis beaucoup moins de temps. Et là, aujourd'hui, trouver un avion qui puisse voler sans dépenser autant de kérosène, je suis désolé, si on mettait des moyens sur la recherche et le développement, aux côtés des entreprises, et qu'il y avait un vrai projet européen autour d'un avion, ça ne serait pas 2070, moi j'aurais plus mal aux dents, mais la vérité c'est qu'on pourrait trouver un avion rapidement. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi je partage votre avis selon lequel aller faire des campagnes, j'ai jamais été très convaincu des campagnes à l'étranger, mais bon, il fallait, c'était dans la... Bon, ok, très bien. Par contre, je suis complètement contre interdire les voyages partout dans le monde. Et que les gens viennent chez nous. Enfin, quand je dis interdire, vous voyez ce que je veux dire ? Limiter. Pour moi, il n'y a rien de pire que de ne pas connaître un autre continent, ou rien de pire que de ne pas connaître son voisin européen. Il n'y a rien de pire que de rester chez soi, fermé devant un écran. Entièrement d'accord. Mais ça veut dire qu'il faut quand même ouvrir le champ des possibles. Et dire aux gamins qui sont dans les écoles, les collèges et les lycées, oui, on va peut-être remettre un tout petit peu d'argent sur, au hasard, les voyages scolaires. Si on a besoin de rien, faut surtout demander là, en ce moment, parce que ça coûte tellement cher aux familles qu'il y a plein de familles qui ne partent plus. Or, c'est quand même là où nos gamins découvrent les voyages, s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un, une famille qui avait les moyens de partir. Autre chose que je suis allé en proximité de chez moi pour aller à la plage ou autre chose. Bon, je veux dire, quand vous avez aujourd'hui des voyages qui sont complètement, quasiment à l'abandon sur les voyages scolaires, je ne vous parle même pas du Covid là, je parle aujourd'hui dans la réalité, c'est aussi l'éducation au voyage et à la sortie des écrans. Bon, il faut peut-être repartir dès le début. Pourquoi il n'y a plus de colonies de vacances ? Pardon, mais le tourisme social, on peut en parler un jour et en reparler. Ce serait peut-être pas mal qu'on reprenne aussi les fondamentaux par rapport à ça. Ah oui, mais mon gamin qui va partir 15 jours, c'est trop compliqué, il va pas avoir le Wi-Fi, il va pas... justement, c'est fait pour ça. C'est fait pour aussi des colonies qui seraient un peu de déconnexion ou de reconnexion, on va dire, pas qu'avec la nature, mais de reconnexion avec le monde. Donc, moi, je pense aujourd'hui qu'en tout cas, les acteurs touristiques, parce que c'est pas vrai que pour les CRT, ça, c'est vrai pour tout le monde, les acteurs touristiques ou toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, quand même, le tourisme permet non seulement de découvrir des destinations, de rencontrer des personnes, d'avoir vraiment des chances, moi, que je qualifie d'individuelles ou collectives quand on a la chance de partir en famille, qui sont des moments extraordinaires dont on se rappelle toute sa vie. Donc il faut continuer à les déployer, mais il faut les déployer d'une nouvelle manière. Cette nouvelle manière, elle est peut-être plus effectivement que dans la com. Elle est peut-être
dans le fait qu'à proximité de chez soi, il y a aujourd'hui des destinations extraordinaires. Vous voyez, moi, au niveau professionnel, je suis en train de déployer des applications pour les communes pour faire une alerte aux usagers, enfin aux habitants de la commune, en cas de feu, de machin, de trucs, de bidule, bon, très bien. Ben, dessus, il n'y a pas grand-chose au niveau touristique, dans un rayon de 30 ou 40 km. Et encore moins, il n'y a pas marqué qu'on peut y aller en car, en train ou je sais pas quoi. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément d'ailleurs aux touristes de s'adapter. C'est un peu comme dans le transport. Hein. C'est pas à l'usager de s'adapter, c'est aux autorités de transport de s'adapter pour avoir un billet unique, un truc tout simple. Ben là, c'est les acteurs du tourisme qui doivent se débrouiller pour trouver des solutions dans lesquelles celui ou celle qui veut effectuer un voyage a effectivement un maximum d'informations portées à sa connaissance. Et quand il veut la trouver, ben on peut pousser un certain nombre de choses. Au niveau local, et après, effectivement, Julien sait mon amour pour Google et son orchestre, mais la vérité, c'est qu'il faut que, en tout cas sur nos niveaux, on fasse déjà l'information de proximité, parce que il y a aujourd'hui la nécessité pour que, quand on fait, y compris des réseaux de transport, on les fait pas ni que pour les touristes d'un côté, ni pour les usagers du quotidien d'autre part. On les fait pour les deux, en permanence, et on essaye de réfléchir comme ça, en termes d'aménagement du territoire. Mais c'est vrai que s'il devait y avoir plus de budget, ce serait effectivement pour l'information touristique voyageur. Je ne sais pas comment on va l'appeler d'ailleurs, ou vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais c'est là-dessus qu'il faut le mettre. Bien, merci Renaud. Ça sera notre mot de conclusion. Juste laisser d'une phrase, d'un mot peut-être, Julien et Béatrice s'exprimer, mais vraiment pour conclure. Ouais, très rapidement sur ce sujet de la promotion et du fait que les gens viennent de très loin. Moi, ça m'a toujours fait marrer parce qu'il y a 4 ans, quand je disais, faut aussi regarder les déplacements quand on est sur la localité, etc., on me prenait pour un fou. Je pense qu'il y a un mélange d'honnêteté et de pragmatisme à avoir. Je suis d'accord, il y a des gens qui vont continuer à avoir en train. Moi, ce qui me sidère, qui vont encore arriver en avion, ce qui me sidère, c'est qu'on en soit encore au fait que là où on a des leviers, c'est-à-dire à partir du moment où le touriste met le pied au sol, on a encore des gens qui fassent avion-taxi. Commençons par ça. Il n'est pas normal qu'en 2022, les gens arrivent en avion, ok, c'est pas bien, mais il faut le changer, qu'on soit encore dans cette logique-là, avion-taxi, taxi-avion. Et sur la voiture, c'est pareil, n'oublions pas, on l'a vu dans les chiffres tout à l'heure, comment se fait-il que même si on arrive sur un territoire en voiture, parce que par exemple, des fois on n'a pas le choix, on n'est pas derrière la possibilité d'aller plus loin avec un autre mode. Donc juste du pragmatisme, le fait de changer, le fait que les gens arrivent en avion ou pas, on mettra du temps et c'est pas à nous de le faire. Il faut arrêter de filer du pognon à Ryanair, je suis d'accord, mais arrêtons de donner dans les aéroports de l'argent aux loueurs et aux places de parking, ce qui rapporte le plus, parce que c'est déjà notre premier levier pour faire en sorte que les gens changent de manière de se déplacer quand ils sont sur la destination. Donc honnêteté, pragmatisme là-dessus. Merci Béatrice, d'un mot également. Je sais pas si j'ai encore autre chose à ajouter. Honnêteté, pragmatisme, c'est un joli mot final. Merci beaucoup à vous 4. Merci pour votre participation. Vous l'avez remarqué, on a pris un tout petit peu de retard, mais on va vite passer à la remise des prix du jury. Et le temps que notre jury s'installe, on va juste avoir une petite vidéo de notre partenaire Max Brisson que je lance, qui dure à peine 3 minutes, le temps que nos 2 jurys arrivent. En Béarn, à l'occasion de ces 18e rencontres nationales du tourisme. Malheureusement, je n'ai pu être en Béarn pendant ces 3 jours, étant retenu au Sénat pour les travaux du début de la nouvelle législature. J'espère, en tous les cas, que vous avez passé 3 journées de convivialité, que vous avez pu découvrir notre belle ville de Pau et le Béarn, mais aussi que vous avez eu l'occasion de fructueux travaux autour de la thématique qui nous intéresse pour ces journées nationales. Vos conférences, vos débats, vos réunions depuis bien longtemps travaillent sur les conséquences des nouvelles technologies et du numérique sur vos métiers, sur les métiers de gestionnaire de destination. Mais vous avez depuis quelques années aussi voulu, à juste raison, intégrer dans vos réflexions la question du réchauffement climatique, la question du développement durable et la manière dont notre économie touristique doit être en capacité d'être plus responsable pour aller vers une économie touristique beaucoup moins carbonée. Je sais que c'était au cœur de vos réflexions et cela est une très très bonne chose. C'est d'autant plus une bonne chose que cela correspond à ce que nous-mêmes,
au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et à l'Agence départementale du tourisme, nous avons mis au cœur de nos échanges, au cœur de nos débats avec les professionnels. Nous venons de voter un schéma départemental du tourisme. L'ADT, l'Agence départementale du tourisme que je préside, est en charge de le mettre en œuvre. Quelles sont quelques-unes de ces orientations? Par exemple, comment mieux répondre aux attentes clientèle et donc comment développer une offre plus qualifiée, qui soit plus en phase avec les attentes clients. Comment aller vers un tourisme plus durable, plus responsable en termes d'économie, en termes de mobilité douce, en termes de lutte contre la surfréquentation, de gestion des flux. Et ce travail, finalement, il fait beaucoup écho à ce que vous avez mis au cœur de vos réflexions et de vos débats depuis 3 jours. Quand vous réfléchissez comment mieux répondre aux attentes clients, comment vous réfléchissez à mieux répondre à la manière d'organiser les voyages, quand vous réfléchissez à la manière de redonner du sens au tourisme finalement, du sens à l'esprit des voyages, du sens à l'esprit de vacances, eh bien vous êtes dans des travaux qui entrent en résonance avec ce que nous essayons de faire ici, en Pays Basque et en Béarn, avec les professionnels du tourisme. Finalement, je vais lire vos travaux, je vais lire les comptes rendus de vos réunions avec beaucoup d'intérêt. Je suis sûr qu'avec mes équipes, nous y trouverons une belle source d'inspiration pour aussi mettre en œuvre notre schéma départemental du tourisme. Finalement, cela nous donne une bonne occasion de nous retrouver l'année prochaine et j'espère que les organisateurs de ces rencontres choisiront à nouveau Pau et le Béarn pour les 19e rencontres du tourisme. Cela nous permettra de confronter la manière dont nous aurons fait miel de vos travaux, de vos échanges, et nous ici, comment nous aurons mis en œuvre notre nouveau schéma départemental du tourisme pour aller vers un tourisme plus équilibré, avec une empreinte carbone beaucoup plus faible, et un tourisme finalement qui redonne un peu un esprit d'origine. Le tourisme, c'est vouloir faire rêver un monde meilleur, et ce monde meilleur, incontestablement demain, il sera beaucoup moins carboné, et l'économie touristique doit y prendre pleinement sa part. Bon retour vers vos destinations et revenez l'année prochaine à Pau.